Juillet 2007. Le monde du cyclisme retient son souffle et s'avance vers l'inconnu. Un an plus tôt en 2006, le Tour de France avait vécu l'un des pires affronts de son histoire. L'Américain Floyd Landis, pourtant sacré maillot jaune sur les Champs-Élysées, s'était vu retirer son titre quelques jours plus tard pour un contrôle positif à la testostérone. La grande boucle est alors en pleine crise d'identité, amputé de ses repères après la retraite de Lance Armstrong, et cherche désespérément un nouveau patron légitime pour ouvrir sa nouvelle ère. En ce début d'été 2007, tous les regards sont donc tournés vers Londres, ville d'un grand départ historique. Les états-majors et les observateurs n'ont que quelques noms à la bouche pour la victoire finale. Tout d'abord, Alexandre Vinokourov, le guerrier des steppes, le Kazakh leader d'une équipe Astana construite sur mesure pour lui. Privé du Tour en 2006 à cause de l'affaire Puerto, le Kazakh vainqueur de la Vuelta l'année précédente revient donc avec le couteau entre les dents, avec un seul objectif, écraser la course. Il y aura également le métronome allemand, désormais coéquipier de luxe de Vinokourov chez Astana, Andreas Klöden, deuxième des éditions 2004 et 2006, le prodige espagnol de la caisse d'épargne Alejandro Valverde, un surdoué sur tous les terrains et annoncé comme le futur grand de sa génération. On montera également sur Cadel Evans, l'Australien au style plutôt défensif mais ultra régulier, déterminé lui à porter son équipe Lotto sur le podium. Et ce que personne n'a vu venir au départ de Big Ben, c'est que ce Tour de France 2007 allait totalement échapper au contrôle des favoris, des directeurs sportifs, mais aussi des organisateurs. Pendant 3 semaines, la Grande Boucle va se transformer en un thriller psychologique et sportif absolu, une édition où le maillot jaune sera exclu en plein milieu de la nuit par sa propre équipe, où des favoris moribonds vont ressusciter, avant d'être bannis du peloton, et où la victoire finale se jouera pour 23 petites secondes à l'issue d'un duel haletant. Salut à toutes et à tous, c'est Alex et bienvenue dans le récit du Tour de France 2007. Aujourd'hui on va se replonger en juillet 2007 dans l'édition qui est peut-être la plus chaotique, la plus dramatique et la plus imprévisible du 21e siècle. En ce samedi 7 juillet 2007, le Tour s'élance depuis la capitale britannique dans une ambiance survoltée. Dès le prologue de 8 km 900 dans les rues londoniennes, c'est le spécialiste de l'exercice Fabian Cancellara qui écrase la concurrence et va s'emparer du premier maillot jaune pour 13 secondes d'avance sur l'Allemand Andreas Klöden. Pendant la première semaine, les équipes de sprinteurs vont contrôler la course, Robbie McEwen débloque lui son compteur dès la première étape en ligne à Canterbury, Gert Sigmund s'impose à Gand en surprenant son sprinter Tom Bonnen, et pour la première arrivée en France à Compiègne, c'est le maillot jaune en personne Fabian Cancellara qui va surprendre tout le peloton avec un coup du kilomètre. Le Norvégien Torushoff quant à lui va ouvrir son compteur à Joigny le lendemain, mais sous cette surface tranquille, le premier rebondissement du Tour va se nouer lors de cette étape entre Chablis et Autun, à 25 km de l'arrivée, sur une portion pourtant sans difficulté apparente, un des grands favoris, Alexandre Vinokourov, part au tapis. Il va chuter lourdement sur le goudron, le bilan est assez lourd, genoux ouverts profondément et des coudes ensanglantés. Vino va être escorté par toute son équipe et concéder 1 minute et 20 secondes sur la ligne d'arrivée. Le Kazakh souffle martyr, il est incapable de pédaler, un des grands favoris du Tour est lourdement touché alors qu'on n'a même pas vu un seul col dans ce Tour de France. Devant, c'est l'Italien Filippo Pozzato qui va surprendre tout le monde pour venir s'imposer à Autun. Le lendemain, à Bourg-en-Bresse, Tom Bonnen va lui ouvrir son compteur et va régler le sprint. Vino passe encore une journée difficile à souffrir à l'arrière du peloton, incapable de pédaler normalement, à la veille de la première étape des Alpes pour ouvrir ce triptyque alpin. Pour ce 14 juillet, le peloton va donc s'attaquer à la première étape de montagne de ce Tour entre Bourg-en-Bresse et le Grand Bornand. Tout d'abord, une importante échappée de 15 coureurs va se former en début d'étape, et parmi eux, on va compter un jeune Allemand de 24 ans de l'équipe T-Mobile, Linus Gerdemann. Et c'est Gerdemann qui, dans les pentes du col de la Colombière, va s'échapper et déposer tous ses compagnons d'échappée pour s'isoler seul en tête de course. Au Grand Bornand, l'Allemand s'impose en solitaire au terme d'une longue échappée et va s'emparer du maillot jaune de leader. Derrière, tous les favoris se neutralisent avant le gros choc alpin. Avant cette première journée de repos, c'est donc un choc qui attend les coureurs, 165 km à travers la Savoie, entre le Grand Bornand et Tignes, avec les ascensions du col de Tamier, du Cormet de Rosseland, de la montée d'Hauteville, puis l'ascension finale vers la station de Tignes. Dès les premières pentes du Cormet de Rosseland, à plus de 70 km de l'arrivée, c'est le Danois de l'équipe Rabobank Michael Rasmussen qui va passer à l'offensive.
Le Danois est maillot à poids des 2 éditions précédentes, il part donc logiquement à la chasse au point de la montagne. Pendant que Rasmussen fait son numéro à l'avant, la course va basculer à l'arrière. Dès la montée finale, sous l'impulsion de l'équipe Caisse d'épargne d'Alejandro Valverde et de la CSC de Carlos Sastre, le peloton des favoris va exploser. Vinokourov lui ne peut plus suivre le rythme, il est incapable de développer sa puissance à cause de ses chutes et va perdre 4 minutes et 29 secondes sur la ligne, voyant donc ses rêves de maillot jaune s'effondrer totalement. Devant, Rasmussen va déposer tout le monde, il dépose en dernier Antonio Colon dans les rampes de Tignes. Le grimpeur danois est léger, il pèse 57 kg et il grimpe d'une manière fluide et déconcertante. Rasmussen part donc s'imposer en solitaire à Tignes et file vers le maillot jaune. Sur la ligne, il devance Iban Mayo de 2 minutes 47 et le groupe favori des Valverde, Evans, Frank Schleck, Contador ou encore du français Christophe Moreau de plus de 3 minutes. Rasmussen est donc le nouveau maillot jaune et à cet instant, la plupart des directeurs sportifs pensent que le Danois s'est juste offert un coup d'éclat et qu'il perdra 4 à 5 minutes dans le long contre-la-montre d'Albi qui arrive dans quelques jours. Après une première journée de repos bien méritée, c'est à nouveau de la haute altitude au programme avec l'enchaînement mythique du col de l'Isran, du Télégraphe et du Galibier avant la plongée vers Briançon. Dans le Galibier, c'est le grimpeur colombien Mauricio Soler de l'équipe Barlow World qui va s'échapper et survole les sommets. Au sommet du Galibier, Soler bascule seul en tête et file vers Briançon pour remporter peut-être la plus prestigieuse victoire de sa carrière. Au même moment, du côté des favoris, c'est l'équipe Discovery Channel qui tente de faire sauter le verrou Rabobank. Contador va lui placer plusieurs accélérations dans le Galibier, mais Rasmussen ne vacille pas d'un millimètre, il saute dans la roue de l'Espagnol et les favoris se neutralisent. Le groupe maillot jaune donc de Rasmussen, Contador, Evans, Valverde, Mayo ou encore Leipheimer va arriver à Briançon avec 38 petites secondes de retard sur Soler. Après ce premier bloc, Rasmussen a prouvé qu'il n'était pas un simple maillot jaune, mais il a défendu sa tunique sur les plus hauts cols de France avec une certaine assurance et peut-être l'assurance d'un futur vainqueur du Tour. À la sortie des Alpes, le calcul est simple, le Danois compte désormais 2 minutes 35 sur son premier adversaire, Alejandro Valverde. Mais vous allez le voir, ce Tour de France est loin d'avoir livré son verdict. Après la traversée des Alpes, le peloton met le cap sur la Méditerranée, et une échappée de 11 coureurs va prendre le large dans le final vers Marseille. Le Français Cédric Vasseur va régler le groupe devant Sandy Cazard, c'est la délivrance pour Vasseur. 10 ans après, il vient remporter son deuxième succès sur la grande boucle. Les favoris eux se neutralisent et terminent à plus de 10 minutes des échappées. Le lendemain, rebelote entre Marseille et Montpellier. C'est une journée qui va être marquée par le vent et les bordures, mais rien n'y fait. Ça va se terminer au sprint, et le plus rapide, ce jour-là, c'est le Sud-Africain Robert Hunter de l'équipe Barlow World. À la veille du contre-la-montre qui s'annonce périlleux et surtout décisif autour d'Albi, c'est sous une chaleur étouffante que le peloton va contrôler les échappées pour offrir un nouveau sprint. Tom Boonen s'impose à nouveau à Castres devant Eric Zabel et va consolider son maillot vert. Le maillot jaune lui est toujours confortablement installé sur les épaules de Michael Rasmussen avant le test d'Albi. Ce samedi 21 juillet, c'est donc un tracé très exigeant de 54 km tracé autour d'Albi, vallonné, technique et surtout pimenté par la côte de la Beausier qui attend les coureurs. Et pour ajouter un peu de drame à tout ça, un déluge va s'abattre sur le Tarn et tout au long de l'après-midi, la chaussée va être extrêmement glissante et piégeuse. Parti avant tous les favoris à cause de son retard au classement général, Alexandre Vinokourov va s'élancer et dès les premiers kilomètres, le Kazakh réalise un effort irréel. Sur un braquet énorme, il va prendre tous les risques dans chaque virage pour tenter d'étremper et va écraser tous les temps intermédiaires. À l'arrivée, le verdict tombe, Vinokourov franchit la ligne en 1 heure, 6 minutes et 34 secondes à près de 48 km/h 700 de moyenne, sous la pluie pourtant. Il devance le spécialiste Cadel Evans de 1 minute 14 et son coéquipier Andreas Klöden pourtant tombé de 1 minute 39. Derrière, pour plusieurs cadors, c'est l'hécatombe, mais le plus grand perdant du jour, c'est Alejandro Valverde, leader de la caisse d'épargne, pourtant dauphin de Rasmussen, va vivre un véritable calvaire et va perdre plus de 6 minutes sur Vinokourov, perdant peut-être toutes ses illusions pour le podium final. Tout le monde attendait pourtant la défaillance du maillot jaune, connu pour être un très médiocre rouleur. Michael Rasmussen va surprendre tous les observateurs, très concentré. Le Danois signe le 11e temps de l'étape à 2 minutes 55 de Vinokourov, mais à seulement 1,41 de Cadel Evans. Alberto Contador quant à lui réalise un chrono très solide, l'Espagnol est 9e de l'étape, à 2 minutes 18 de Vinokourov. À la veille d'aborder les Pyrénées,
Rasmussen prouve qu'il est bien plus fort que prévu, Cadel Evans lui pointe à une petite minute au général, et Alberto Contador, le jeune espagnol, s'installe sur le podium provisoire. Vinokourov, lui, est revenu à la 9ème place à 5 minutes 10, et semble peut-être de nouveau en mesure de faire basculer la course. Mais vous allez le voir, la tempête sportive va fondre sur les Pyrénées. Tous les suiveurs ont donc bien compris que ce Tour de France va basculer dans la traversée des Pyrénées, qui s'annonce déjà intense. Au lendemain du contre-la-montre d'Albi, c'est une étape de montagne qui attend les favoris, avec un final explosif, le port de Paillères, qui va être suivi de la terrible ascension vers le plateau de Bay. C'est cet endroit notamment que Lance Armstrong avait forgé ses succès en 2002 et 2004. Dès les premières rampes de Bay, c'est la formation Discovery Channel du directeur sportif Johan Brunel qui va prendre le contrôle du groupe maillot jaune. Jaroslav Popovic et Levi Leipheimer vont essorer le peloton à un rythme fou, et à 9 km du sommet, Alberto Contador déclenche une accélération foudroyante où seul Michael Rasmussen a le répondant nécessaire pour sauter dans sa roue. Derrière, les favoris sont à la dérive, Cadel Evans et Andreas Klöden sont asphyxiés et sont contraints de montrer à leur propre rythme. Pendant toute la fin d'ascension, Contador va multiplier les attaques, mais à chaque fois Rasmussen s'accroche debout sur ses pédales. Et dans le dernier kilomètre de course, Contador va accélérer une dernière fois pour déborder sur la ligne Rasmussen et s'offrir la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Evans et Klöden finissent à 1 minute et 52 secondes, mais chez les favoris espagnols c'est une hécatombe. Valverde et Pereiro, le tenant du titre, terminent à près de 4 minutes. Vinokourov, vainqueur du chrono d'Albi, termine à 28 minutes. Contador reprend donc du temps à tout le monde au classement général et va remonter à la 2ème place à 2 minutes 23 du Danois. Le lendemain, c'est un nouveau chantier qui attend les coureurs entre Foix et Loudanvielle. 5 cols au programme, le col de Port, le col de Porte et d'Aspet, le col de Manté, le port de Balès et l'ascension finale vers Perros-Sourde. Touché dans son orgueil, après avoir concédé 28 minutes la veille au plateau de Bay, Vinokourov va s'insérer dans la grande échappée en début d'étape, et dans le port de Balès, le Kazakh fait parler sa puissance, il va lâcher tous ses compagnons d'échappée et part s'imposer en solitaire à Loudanvielle. Derrière, chez les favoris dans le col de Perros-Sourde, Contador va attaquer à nouveau Rasmussen à plusieurs reprises, mais le Danois est impérial et ne cède absolument rien. Ils vont passer la ligne ensemble et vont repousser Cadel Evans encore à plus d'1 minute. Avant la dernière semaine de course qui attend les coureurs, le maillot jaune danois semble intouchable, mais un premier scandale va secouer le Tour à Pau lors de cette 2e journée de repos. Le laboratoire de Châtenay-Malabry va confirmer qu'Alexandre Vinokourov a été contrôlé positif à la transfusion sanguine lors de sa victoire sur le contre-la-montre d'Albi. Sous la pression de Christian Prudhomme et d'ASO, la direction de l'équipe Astana a quitté la course et Vinokourov est licencié sur le champ. Le peloton est donc sous le choc absolu à la veille de l'étape reine des Pyrénées qui attend les coureurs. C'est donc dans une ambiance austère que va s'élancer cette 16e étape en direction du col d'Aubisque. Le maillot jaune Rasmussen va s'élancer sous les huées du public, il ne fait pas l'unanimité, de lourdes suspicions pèsent sur lui. L'ancien coureur Davide Cassani a révélé l'avoir croisé en Italie au mois de juin, alors que le Danois avait déclaré à l'UCI qu'il se trouvait au Mexique pour justifier de nombreuses absences au contrôle inopiné. Dans l'Aubisque, Contador essaye de faire péter le verrou de l'équipe Rabobank, mais surtout Rasmussen, mais impossible, le Danois ne va pas rompre. Sous l'impulsion de Leipheimer, Contador reste dans la roue, Rasmussen aussi. Evans derrière va exploser à nouveau, ainsi que tous les favoris. Et à 1 km du sommet, Rasmussen attaque les 2 coureurs de l'équipe Discovery Channel et va les déposer pour s'imposer seul au sommet de l'Aubisque. Sur la ligne, Rasmussen frappe son maillot avec rage sous les huées du public. Au classement général, il repousse désormais Contador à 3 minutes 10 et Evans à plus de 5 minutes. On se dit donc que le Tour est plié sur le plan sportif, mais le soir même, un nouveau séisme va se produire. À 22h50, la direction de l'équipe Rabobank annonce qu'elle retire immédiatement Michael Rasmussen de la course et le licencie sur le champ. Il est reproché d'avoir menti sur son emploi du temps en prétendant être au Mexique en juin, alors qu'il s'entraînait bien en Italie pour échapper au préleveur d'échantillons. Pour la première fois de l'histoire du Tour, le maillot jaune est exclu à seulement 4 jours de l'arrivée à Paris. Le journal L'Équipe révélera lui plus tard que des traces de PO ont bien été retrouvées dans les urines de Rasmussen, expliquant entre autres ses performances hors normes sur cette grande boucle. Après une nuit mouvementée, le peloton s'avance donc sans maillot jaune au départ de la 17e étape à Pau.
Alberto Contador, nouveau leader virtuel, refuse d'enfiler la tunique par respect sur la ligne de départ. Il ne le portera donc qu'à l'issue de l'étape. L'Italien Daniele Benatti va lui gagner l'étape au sprint, et Contador reçoit donc le soir sur le podium protocolaire son maillot jaune. À la veille du contre-la-montre décisif qui attend les coureurs, c'est une échappée qui va s'isoler, et le français Sandy Cazard qui s'impose au sprint à Angoulême, malgré une chute causée par un chien quelques kilomètres plus tôt. Les favoris vont arriver ensemble et sans encombre, la scène est donc prête pour le dénouement final. Il reste alors une ultime explication, et lors de cette étape, c'est un contre-la-montre individuel de 55 km 500 entre Cognac et Angoulême, plat, roulant et surtout taillé sur mesure pour les purs spécialistes de l'exercice comme Cadel Evans ou Levi Leipheimer. Alberto Contador, lui, doit défendre un matelas de 1 minute 50 sur l'Australien et de 2 minutes 49 sur son coéquipier américain. Troisième du général, Leipheimer va s'élancer et va réaliser un chrono énorme. Il écrase tous les temps intermédiaires et va signer le meilleur temps à l'arrivée en 1 h 2 minutes et 44 secondes. Cadel Evans par lui comme un boulet de canon, l'Australien amène un très gros braquet parfaitement posé sur ses prolongateurs. Il reste un homme à s'élancer et c'est le jeune maillot jaune, Alberto Contador. Dès les premiers kilomètres, on sent que le jeune espagnol est plus fébrile que ses aînés, un style un peu plus agressif, il relance en danse sans cesse et va perdre du temps kilomètre après kilomètre. Au premier pointage, Evans a déjà repris 35 secondes à Contador, l'écart virtuel tombe donc à 1 minute 15. Evans en remet une couche et reprend encore du temps, 1 minute et 4 secondes au deuxième pointage, il ne reste plus donc que 46 petites secondes d'avance à Alberto Contador au classement virtuel. Dans la voiture de l'équipe Discovery Channel, Johan Brunel hurle dans la radio pour pousser l'Espagnol. Dans les 10 derniers kilomètres, Contador va trouver un second souffle et va mettre toutes ses forces dans la traversée d'Angoulême, grimaçant et frôlant parfois les trottoirs pour tout donner. Evans lui franchit la ligne avec le deuxième temps de l'étape à 51 secondes de Leipheimer. Le chrono se décompte pour atteindre l'arrivée d'Alberto Contador. L'Espagnol coupe la ligne, épuisé, mais en 5ème position, à 1 minute 27 d'Evans. Il va donc sauver son maillot jaune pour 23 petites secondes. C'est l'écart le plus faible en tête de tour depuis le mythique duel Léman-Fignon en 89, mais Levi Leipheimer est lui aussi auteur du meilleur temps, et seulement à 31 secondes de la première place au classement général. On attend donc la dernière étape, traversée traditionnelle de Paris, étape festive, le champagne coule dans les rangs de l'équipe Discovery Channel, et sur les pavés des Champs-Élysées, la victoire va se jouer encore une fois au sprint, et c'est l'Italien Daniele Benatti qui va s'imposer devant Tereschov et Eric Zabel. Alberto Contador franchit la ligne d'arrivée au bras de ses équipiers. À seulement 24 ans, l'Espagnol remporte son premier Tour de France avec le maillot jaune, mais également le maillot blanc de meilleur jet. À 24 ans seulement, Alberto Contador remporte son premier grand tour et s'affirme comme le coureur des années à venir à suivre. S'en suivra d'autres victoires pour lui sur les grands tours puisqu'il réalisera le triplé en carrière avec des victoires sur la Vuelta, sur le Giro, 2 Tours de France supplémentaires, 2009-2010. Le 2010 lui sera retiré au profit d'Andy Schleck, une carrière et 10 ans quasiment puisqu'il l'arrêtera en 2017 avec une magnifique victoire à l'Angliru pour son dernier jour de course sur les routes de la Vuelta. Donc une carrière vraiment où on aura suivi Alberto Contador. Il a fait rêver pas mal de monde à mon avis qui suivaient le vélo et qui ont découvert le vélo à cette époque-là. Je pense qu'on est nombreux, en tout cas au niveau de ma génération, à avoir grandi avec Alberto Contador. Un tour hyper serré puisque c'est le podium le plus serré de l'histoire. 31 secondes seulement entre Alberto Contador et Levi Leipheimer, le troisième du classement général. Un écart très mince. Mais derrière l'avènement du champion, la confirmation de coureurs de talent comme Cadel Evans, qui remportera lui son grand tour et son Tour de France en 2011, on a, on va dire, l'arrière du décor avec les affaires de dopage, l'affaire Vinokourov, l'affaire Rasmussen, d'autres affaires de dopage liées également à ce Tour de France, et un tour qui forcément a une image à cette époque-là qui est quand même très compliquée à assumer. Un maillot jaune exclu par sa propre équipe, un coureur qui vient remporter 2 étapes alors qu'il est au fond du seau, exclu lui aussi, contrôlé positif. On sort de l'époque Landis en 2006 qui remporte le Tour, on lui retire quelques jours plus tard au profit d'Oscar Pereiro les 7 années d'Armstrong. Juste avant ça, l'affaire Festina, donc c'est vrai qu'on est dans des périodes compliquées.
Ça continuera en 2008 avec la Saunier Duval et l'affaire Ricardo Rico notamment, mais aussi la Gerolsteiner. Enfin, il y a pas mal d'affaires malheureusement dans cette période-là, années 90, années 2000. C'était très compliqué. Et pour ma part, c'est un des premiers grands tours et premiers tours de France que j'ai suivi, on va dire, à 200%, en regardant avec un œil averti, en essayant de comprendre ce qui se passait. J'étais très jeune à cette époque-là, j'avais 8 ans, mais je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Un maillot jaune exclu, des coureurs qui gagnent une étape, et on se dit, bon, bah, il est monstrueux, Vinokourov, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et le lendemain, bah, il n'est plus là. On ne comprend pas trop ce que c'est le dopage à cet âge-là. Donc c'est vrai que c'était assez particulier pour m'en rappeler. Mais voilà, le Tour a su se relever. On a eu l'avènement d'un champion avec Alberto Contador. Lui aussi n'échappera pas aux affaires de dopage, mais c'est un petit peu le jeu malheureusement à cette époque-là. Je pense que ce Tour 2007 aussi, ça permet de voir les différences avec ce qui se passe aujourd'hui. Une première semaine sans relief, des étapes de montagne où on a des fois des arrivées en descente, là, comme à Briançon, comme à Loudanvielle, qu'on a peut-être un peu moins désormais. Des longs contre-la-montre de plus de 50 km, là il y en avait 2. On n'a plus du tout ce genre de contre-la-montre. Donc voilà, on voit aussi l'évolution à ce niveau-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le faire savoir, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, à booster la vidéo si vous êtes sur votre téléphone. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît énormément. Il y en a d'autres qui arrivent, j'ai d'autres idées en tête. Donc ça va arriver sur des coureurs, sur des courses, etc. etc. J'espère que cette vidéo ne sera pas strikée. Une vidéo sur Thomas Voeckler qui était sortie au mois d'avril a été malheureusement strikée. ASO a réclamé les droits logiques, j'ai envie de dire, mais malheureusement, je ne détruis pas leur image. Les vidéos très souvent ne sont pas monétisées à cause du son, etc. Donc bon, on va dire c'est pas pour me faire des milliards sur le dos d'ASO. Dans tous les cas, si j'étais milliardaire, je ne serais pas là. Mais bon, voilà, c'est dommage, c'est la politique d'ASO depuis plusieurs années de striker les chaînes qui utilisent leur image, alors que on n'est pas là pour détruire leur image, justement, on est là pour raconter un peu ce qui s'est passé, et je trouve que c'est assez dommage aussi. On va partir sur ce sujet, il y a d'autres vidéos qui arriveront. Je vois aussi pas mal de vidéos qui reviennent bien en tendance, notamment sur les champions des années 90. On me reproche un peu de glorifier certains coureurs, de citer Armstrong, de dire le boss, etc. Quand je le dis, c'est que je parle d'une période, et à la période où on parle, si on est en 2002, je dis le boss Armstrong, à cette époque-là, c'est le boss, il est surnommé comme ça dans le peloton, et quand je raconte l'histoire à une période donnée, comme là en 2007, je ne sais pas, entre guillemets, je fais comme si je ne savais pas ce qui se passait derrière. Donc c'est pour ça que je ne reparle pas des affaires, etc. etc. Mais voilà, c'est pas pour glorifier un coureur plus qu'un autre, c'est avant tout pour raconter l'histoire et être neutre là-dessus. Quand je dis en 2002, il se passe ça sur le Tour de France 2003, il est plus fort, Ulrich, nana, même si tous les coureurs ont été pris par la patrouille, etc. Mais j'essaye de le faire comme si je commentais à cette époque-là. Sinon, malheureusement, on n'a pas fini de s'en sortir si à chaque fois on doit faire le CV médical de tous les coureurs. Donc voilà, c'était un petit peu la mise au point. J'essaye de faire le maximum pour vous proposer quelque chose d'assez intéressant, d'avoir un script plutôt cool à suivre et de m'améliorer là-dessus. J'ai revu mes premières vidéos de cette série, La Légende du cyclisme. Vous avez la playlist épinglée, vous pouvez aller voir tout ça. Essayer de m'améliorer au maximum. J'espère en tout cas que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est des vidéos qui demandent pas mal de boulot, que ce soit pour les recherches, pour écrire le script, pour tourner, etc., le montage. Donc je vous remercie de me soutenir au maximum, et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.